Déjà, bienvenue. Merci d'être venu matinalement pour en fait ces conférences en fait qu'on organise pour les anciens de l'académie Learning to Scale. Alors les thèmes de ces conférences en fait c'est souvent des idées qui naissent, qui connaissent l'idée pendant les Gemba. Donc moi mon métier c'est avec des patrons sur le terrain, un peu dans toutes les équipes, essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait foisonner l'apprentissage pour faire décoller la boîte. Et ces derniers mois, en fait, je me suis retrouvé pas mal de fois dans des situations où on allait voir avec le patron, le responsable des ventes, et à chaque fois, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le Gemba, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai tellement de trucs à leur dire. Et en fait, ça a déclenché pas mal de réflexions que j'ai essayé de mettre en forme pour avoir le temps ce matin de vous raconter ce qui se passe dans ma tête si un jour vous me voyez sur le terrain en train de froncer les sourcils. Ça vous va? Alors, ce qui est rigolo, c'est que donc on va parler de lean et de vente, surtout de la vente B2B. C'est assez, je pensais que c'était un problème, mais pour la plupart des gens, en fait, le lean, c'est une méthode qu'on utilise pour optimiser les process en interne. Et les gens pensent que c'est une méthode d'amélioration du delivery, alors que pas du tout. Et je pensais au début que c'était un problème, et j'ai fini par me dire, non, finalement, c'est pas très grave, parce que si tout le monde est convaincu que le lean, c'est pour améliorer le delivery en interne, ce qui est génial, c'est que ça donne un avantage concurrentiel aux patrons qui ont compris le vrai truc, qui est qu'en fait, le lean, c'est une méthode pour améliorer les ventes. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est essayer de vous faire comprendre pourquoi. Et mon espoir, c'est de vous faire changer un peu de perspective sur la vente et surtout en fait comment est-ce qu'on manage, comment est-ce qu'on fait grandir une équipe de vente. Et donc j'ai repris le format des 9 Lives, un format que j'aime bien parce que mon objectif c'est de vous provoquer et plus précisément de provoquer idéalement la réflexion et mieux encore en fait la discussion. Ça vous va? Alors dans ce qui va suivre, je vais mettre la GoPro, je vais mettre la caméra sur un aspect particulier. Je ne vais pas regarder le vendeur lui-même, je vais regarder le responsable des ventes, qui est un cran au-dessus. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est que souvent, la personne qui est devenue responsable des ventes, moi c'était pareil en dev initialement, mais c'est quelqu'un qui était en général très bon vendeur, qui connaissait bien le client, qui connaissait bien les produits, et puis qui se retrouve un jour catapulté en disant tiens, t'es chef, vas-y chef. Et en fait, on a des gens qui vont découvrir que c'est pas du tout la même chose de savoir nouer une relation, faire une vente, et de savoir coacher une équipe de vente. Alors, quand on regarde un peu ce qui se passe en pratique, et souvent les visites terrain, les Gemba commencent comme ça, le responsable des ventes va nous montrer un peu toute la panoplie qu'il a mis en place. Et il y a une espèce de panoplie type. Ah regarde, j'ai mis en place les KPI, le système de REM, vous voyez, regarde, j'ai tous les scripts, les templates, etc. Et c'est là que les discussions sont un peu gênantes en général, parce qu'ils ont l'air fiers d'eux. J'ai mis en place des écoutes d'appel, parce qu'avec la techno en plus c'est génial, on a l'IA, on peut analyser les codes. Et j'ai des problèmes de coaching. Et ce qui se passe à chaque fois, c'est que je suis là en train de dire « Oulala, ça va être beaucoup d'efforts ce truc-là. Pourquoi ils ne sont pas plutôt en train de bosser pour augmenter les ventes ?» Et je dis ça parce que quand on va aller regarder la différence entre quelque part la théorie, le système et ce qui se passe en réalité, ce qu'on voit sur le terrain, c'est déjà des divergences colossales entre le meilleur vendeur et le moins bon. Un effet tout à fait limité sur les gens qui ne réussissent pas bien, ou ils ne bossent pas. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que souvent, pendant ces visites, on va prendre une vente au hasard. Pas exactement au hasard, on va regarder. On peut en prendre une. Et à chaque fois, on va réaliser que en fait, le vendeur en question, il n'a pas du tout écouté ce que racontait le client, que les temps de réponse aux clients font plus penser à l'ère glaciaire qu'à autre chose. Le fait que quand on va regarder la proposition elle-même, on va se dire ouais, c'est un peu plan-plan, pourquoi est-ce qu'un client, ça ressemble plus en fait à un bon de commande qu'une proposition. Et c'est tout le temps la même histoire. Et ça s'explique assez simplement par le fait que, je le disais au début, il y a un monde de différence entre être un bon vendeur et savoir faire décoller une équipe de vente. Et notamment, le savoir-faire qui va manquer, c'est des théories ou des méthodes sur la formation et le développement des adultes. Et c'est ça que je voudrais clarifier aujourd'hui. Et pour ça, je vais devoir faire la peau
à un ensemble d'idées fausses ou de mensonges qu'on se raconte sur la vente. Alors le pire de tous les mensonges, c'est que l'objectif du Head of Sales, c'est de faire en sorte que les gens deviennent plus forts en vente. C'est complètement hallucinant, non? Vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord. Alors du coup, il faut que j'explique. L'objectif, c'est de faire plus de ventes. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir où est le potentiel. Le premier potentiel, c'est toutes les ventes qui ont capoté. Maintenant, on va regarder pourquoi est-ce qu'une vente capote. Vous avez une idée? En fait, la vente capote, vous êtes pas encore réveillé, mais on a du café. Il peut y avoir une offre concurrente qui est passée. Ouais, et ce qui va se passer, donc il y a plein d'explications, mais en fait, on pourrait ramener un élément, en fait, c'est qu'il y a un truc qu'on n'avait pas vu. Parce que si je fais le parallèle, en fait, c'est comme une espèce de partie de poker. Sauf que là, c'est facile parce qu'on peut lire en fait ces cartes dans ses lunettes, mais dans la vente, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a en tête du client. Ce qui fait que quand on va faire proposition, il y a un aspect un peu... on va espérer qu'on a compris. Et souvent, en fait, il y a une déception. C'est-à-dire que je fais cette proposition-là, je pensais que c'était super, et il me dit non. Ah bon, pourquoi? Et à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire, il y a cet élément de surprise. Ce qui fait que le vrai enjeu, ça va être de comprendre pour réussir les ventes, ça va être de comprendre vraiment intimement ce qui se passe dans la tête du client. Et en fait, ce qu'il faut comprendre pour réussir la vente, c'est le client, qu'est-ce qu'il attend à titre perso, quelles sont ses alternatives, qu'est-ce qu'il préfère dans l'une ou l'autre, et des éléments plus avancés aussi. Par exemple, il essaie d'impressionner qui? Souvent, en fait, on parle à quelqu'un et on pense qu'on est en train de parler à cette personne-là, mais c'est pas cette personne-là qui est en train de faire la vente, c'est une autre qui est, on ne sait pas, son chef, son conjoint, son DSI, j'en sais rien. Donc ce qui se passe, c'est que réussir la vente, c'est en fait avoir une compréhension très fine de tout ça. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder dans vos équipes commerciales, dans la journée, combien de temps vous mettez à discuter de ce que vous allez faire au client. On pourrait lui dire ça, tu devrais lui envoyer un mail, tu devrais faire ça. Regardez le temps qu'on met à faire ça et le temps qu'on met à essayer de vraiment comprendre ce qui se passe dans le monde du client. C'est pour ça que je vous racontais que le fait de devenir fort en vente, c'est pas sûr que ce soit une bonne idée. On a plus intérêt en fait à ce que nos vendeurs deviennent très très forts en achat. C'est-à-dire comprendre comment est-ce que le client achète. Et en fait, et c'est là qu'on va commencer à avoir une réflexion en ligne, c'est qu'en fait on augmente les ventes parce qu'en fait on simplifie l'achat. Et pour pouvoir simplifier l'achat, le rendre facile, il faut très très bien comprendre comment est-ce que le client désire acheter. Petite parenthèse, c'est pour ça que tous ces process qu'on voit dans les pseudo-Kanban avec une étape de qualif, une étape de machin, sont condamnés en fait à réduire les volumes de vente parce qu'en fait on n'est pas en train d'écouter comment le client veut acheter, on est en train de lui imposer nos process internes. Alors, si en fait il faut devenir fort en achat, comment est-ce qu'on s'y prend? Et deuxième grand mensonge, c'est que tu comprends, il faut développer l'écoute. Les gens sont vraiment bizarres. Alors pourquoi est-ce que c'est bizarre de le prendre sous l'angle de développer l'écoute? Alors je vous ai prévenu que je voulais vous provoquer ou pas. C'est juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée? C'est imaginez que donc on va remplacer Régis par Richard, je crois, et vous allez vous prendre 3 heures de cours de physique quantique. On est bon? Vous êtes parti? Je vais changer de slide 2 secondes. La question c'est est-ce que vous aurez en fait une bonne écoute? Je sais pas, vous sentez que votre écoute va être un peu difficile? Alors pourquoi est-ce qu'elle va être difficile? Parce qu'en fait vous n'allez rien comprendre. Ce qui fait que avoir une bonne écoute, c'est avoir des bonnes capacités de compréhension. Et pour avoir des bonnes capacités de compréhension, il faut avoir ce qu'on appelle des bons modèles mentaux. Alors c'est quoi un modèle mental? C'est facile, c'est je tiens la télécommande, là, j'écarte les doigts, il va se passer quoi? Elle va tomber plus précisément. En fait, on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Par exemple, le bruit que ça va faire, c'est quoi le bruit que ça va faire? Le bruit que ça va faire, c'est que ça va faire un bruit un peu assourdi, parce que c'est la moquette. Vous voyez ou pas? Est-ce que ça va rebondir? Ça va rebondir de quel côté? Vous voyez? Alors là, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en train de répondre à ces questions, vous êtes en train en fait, d'exercer un modèle mental. Alors, dans ce que j'ai mis sur le slide, donc un modèle mental, en fait, c'est une représentation du monde qui nous permet de faire des simulations là-dessus. Et par exemple, si je vous dis, je suis dans une conversation, je vous dis, on se donne rendez-vous près de Notre-Dame de Lorette. Si vous connaissez bien le modèle mental, la conversation va être plus sympa, parce que tu veux dire, tu vas venir côté rue Lamartine, ou plutôt en venant de là-haut sur la rue des Martyrs.
Ce qui permet d'avoir cette conversation, c'est le fait que j'ai un modèle mental de cet endroit-là. Ce modèle mental permet d'avoir des meilleures conversations, mais permet aussi d'anticiper ce qui va se passer, de poser des meilleures questions. Et donc, ce qui distingue l'écoute du professionnel de l'écoute du débutant, c'est que le professionnel, il a des modèles qui lui permettent d'avoir une conversation plus riche et de mieux comprendre ce que raconte le client. Alors pour l'instant, c'était assez passif, maintenant vous allez vous entraîner avec Georges. Donc vous connaissez, non? Georges est un responsable métier d'une grande boîte à qui, parce que c'est la mode aujourd'hui, vous êtes en train de vendre une solution d'IA, n'est-ce pas? Il y en a qui vendent autre chose que de l'IA ici? Donc vous lui vendez une solution d'IA. En fait, ce qui se passe, c'est que pour avoir une conversation riche, il ne suffit pas juste de connaître notre proposition d'IA, en fait. Il va falloir comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de Georges. Et donc, il faut être capable, pendant la conversation, d'imaginer le DG qui est au-dessus de Georges, qui est en train de lui foutre la pression parce qu'il a besoin de 10 points d'EBITDA parce que le prix des Porsche a augmenté. Vous voyez, il faut comprendre ce truc-là. Il faut comprendre le fait que Georges, en fait, lui, il est en train d'avancer ces pions-là parce que de toute façon, ça fait 6 mois qu'il a décidé de partir de la boîte et qu'il veut se faire un beau CV pour aller dans la prochaine. Il faut comprendre le fait que lui, il veut pousser ses solutions d'IA partout, mais les équipes en dessous sont en train de lever les boucliers autant qu'elles peuvent parce qu'elles n'ont pas spécialement envie de perdre leur job. Vous voyez, il faut comprendre la guéguerre entre Georges et son DSI qui voit le truc d'IA, qui se dit « Attends, pourquoi est-ce que tu ferais appel à des consultants externes? Moi, je préférerais le faire moi aussi en interne pour améliorer mon CV et me trouver un autre poste. » Vous voyez? Donc la conversation en fait avec Georges n'est pas vraiment une question d'écoute, c'est une question de comprendre ce qui se passe dans son monde. Et ce qui fait que développer l'écoute, c'est peut-être mieux de développer la compréhension. Alors maintenant, si on veut développer la compréhension, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, troisième idée fausse, c'est moi, mes sales, oui, vous les reconnaissez en fait, moi mes sales, en fait, je leur apprends des scripts de vente. Alors, il y a un truc que je trouve marrant là-dedans. Alors, déjà, un premier truc que je trouve pas marrant, c'est dans un Gamebad il y a quelques semaines, le gars nous explique, oui, j'ai des super scripts, et grâce à, je crois que c'était Mojo, un truc d'écoute de call, il dit, en plus, on a pu mettre des règles, parce que comme ça, on vérifie que les sales utilisent certains mots-clés pendant le call. Je me suis dit, waouh, d'accord, donc le gars, il est en train de construire un camp de travail pour sales. Alors, pourquoi est-ce que c'est embêtant? Déjà, le premier truc, c'est que souvent, quand on va regarder le meilleur vendeur de l'équipe, lui, il ne vend pas avec des scripts. Hein. Souvent, le head of sales, le responsable commercial lui-même, n'a pas été formé à coup de script. Donc déjà, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Mais alors, il faut que vous sachiez que dans Exoscale, on est vraiment des chercheurs, donc on a voulu vraiment comprendre ce qui se passait, et on a fait des coupes de cerveau avec quelques sales d'équipes, enfin d'entreprises avec lesquelles on travaille. Et je voulais déjà qu'on prenne un petit moment pour penser à ces gens qui ont donné leur qui ont donné d'eux pour faire avancer la science. Et en fait, non, développer les scripts, enfin apprendre des scripts par cœur, ça ne développe pas une compréhension profonde. En fait, j'irai un cran plus loin. Faire des scripts, c'est ce qu'on ferait pour des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais ce qui pose la question de est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez faire réussir votre boîte avec des mecs qui ne comprennent rien? C'est bizarre, non? Du coup, faire des scripts, c'est une alternative à la compréhension profonde. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on développe une compréhension profonde? Vous avez une idée de comment est-ce qu'on développe de l'expertise? Alors, c'est assez simple, et c'est pareil, parallèle avec le Lean, c'est qu'en fait, on développe de l'expertise en apprenant des scripts, en lisant des bouquins, en produisant. Pas juste en faisant, hein, je suis très précis, en fait en produisant, je fais des choses. Donc par exemple, je deviens un auteur à succès, donc on a Agatha Christie, et on a sorti 80 des bouquins. Vous voyez, donc en fait on apprend, je deviens un bon auteur parce que j'écris une palanquée de bouquins. Je deviens un bon musicien parce que je vais jouer, composer des centaines, des milliers de morceaux. Et donc c'est la production qui permet d'apprendre. Et ça va être vrai dans tous les métiers. C'est-à-dire que quel que soit le métier, dès qu'on a besoin d'expertise, le schéma qu'on va avoir, c'est pas des schémas de faut suivre le script, c'est il faut que tu produises des choses qui vont faire grandir. Donc, cette idée de faire des scripts est plutôt toxique. Ce qu'on va chercher, c'est de développer l'expertise et développer cette expertise en fait en s'entraînant à produire. Maintenant, la question que ça pose, c'est produire quoi? Et donc, ça produit quoi un vendeur?
Alors là, c'est une expérience. En fait, je suis en train d'arrêter de le faire parce que c'est trop bizarre. Mais souvent, d'ailleurs, dans des équipes, on dit bah, du coup, vous produisez quoi? Et quand on va faire ça, on va entendre non, ça te rappelle quelque chose. Donc, on va entendre des choses étranges. Il y en a qui vont dire. Je crois que le plus étrange, c'est nos produits. Alors, non, on produit déjà des ventes. Mais oui, mais je peux en toucher une. Je peux voir la vente. Ça ressemble à quoi? Comme je ne peux pas la voir, la vente, comment est-ce que je peux l'améliorer? Vous voyez? Il y en a qui vont dire bah, je produis de l'argent. J'entends ça. Bah non, c'est bien compris, hein, c'est les banques qui produisent de l'argent. Non, je ne suis pas sûr, mais c'est pas mon métier. Donc non, elles ne produisent pas de l'argent. Il y en a qui disent moi je produis, j'ai entendu récemment, de la confiance. C'est pas faux, hein, mais du coup c'est pareil, je ne peux pas le toucher. Donc la question c'est, si je produis pour progresser, ben, c'est quoi le truc que je produis? Et l'idée c'est que ce que je vais produire, c'est ce que produit un commercial, je vais vous le poser comme ça, c'est des deals. Je produis une offre qui va être concrétisée sous la forme d'une proposition. D'accord? Et alors, le conseil d'amis que je vais vous donner, c'est de la rendre concrète, cette proposition. Alors, selon qu'on soit sur des ventes complexes, B2B, où il y a plein de gens en face, avec des cycles de long, ou que ce soit de la vente avec des tickets moyens plus bas, où c'est plus en général au volume et à l'oral, quelle que soit la situation, mon conseil d'amis, ça serait au moins une fois de temps en temps, d'écrire le raisonnement, d'écrire la proposition. Parce que l'idée, c'est que c'est au moment où je vois la proposition que je suis en train de faire à mon client que je peux avoir une réflexion sur la qualité, sur est-ce que c'est une bonne proposition, et ça va déclencher la compréhension. Mais ça, c'est que le point de départ. Le vrai truc, c'est que ça, donc on vient de voir, vous avez reconnu Bob, le vendeur. Donc Bob fait sa proposition, là on voit Sarah, qui est son team lead. En fait, la puissance, c'est que quand on voit la proposition, bah, ça permet à Sarah de regarder la proposition que Bob est sur le point d'envoyer à son client. Et c'est en fait en lisant la proposition que ça ouvre une fenêtre dans la tête de Bob, vous me suivez? Et c'est ça qui va permettre en fait à Sarah de se dire « Attends, c'est ça qu'il pense, Bob ?» Vous voyez le truc? Donc ce qu'on est en train de faire là, c'est de mettre un pied en fait dans cette notion de manager par les pièces. Vous voyez, donc on est en train de passer de je manage par les chiffres, parce que c'est souvent comme ça que se passent les one-to-one. Du coup, t'en es où? Ah mais tu comprends, j'ai passé de pipe, et puis les clients répondent pas, ils pensent à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont des discussions assez finalement stériles. Et en fait, on va rentrer dans, tu peux montrer ta dernière propale? Et en fait, le geste du head of sales, c'est d'apprendre à voir dans la propale ce qui se passe dans le monde du commercial. Et c'est ça va déclencher des conversations qui sont des vecteurs en fait de transmission de ce qu'on appelle le savoir tacite, toutes les anecdotes, le savoir-faire, mais qui vont être ancrés dans la réalité. Et donc c'est cette idée de manager par les pièces. Ce qui fait que le fait de se dire que les vendeurs produisent des ventes est une idée fausse que je vous propose de remplacer par le fait qu'en fait ils font des deals, ils produisent des propositions. Maintenant, la question qui va se poser, c'est du coup, qu'est-ce que c'est qu'une bonne proposition? C'est d'accord? Et alors l'idée fausse, c'est de se dire la proposition, elle a été acceptée parce qu'elle répond aux besoins. Non. Alors il faut que je vous explique pourquoi. Alors là, ce qu'on est en train de faire quand on fait ça, c'est qu'on est en train, d'un point de vue lean, d'avoir une réflexion sur la qualité. C'est quoi la qualité de la proposition? D'accord? Mais ça va tirer la question de qu'est-ce qui fait, on va se dire qu'on a une proposition de qualité. Ça fait des idées? En fait, on a une proposition de qualité, c'est simple, parce que le client l'accepte. C'est un peu banal, mais suivez-moi. On a de la qualité parce que le client l'accepte. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que le client l'accepte? Ça va être vraiment banal. Tu l'as compris? Parce qu'il en a envie. Et je dis ça paraît trivial, c'est pas du tout trivial. Parce qu'en fait, si je comprends que je produis des propositions et qu'en fait, je suis un meilleur vendeur parce qu'en fait, quand je conçois une proposition, elle déclenche l'envie, je suis beaucoup mieux. Et donc l'idée, c'est que faire de la vente, c'est s'entraîner en fait à produire des propositions qui déclenchent une envie furieuse d'acheter. Ah, je le veux tout de suite. C'est d'accord? Donc on va reprendre le raisonnement. Pour augmenter les ventes, il faut déclencher de l'envie parce que l'envie, ça améliore la qualité. Vous me suivez? Alors maintenant, on va faire un petit exercice. On va aller sur Gemba et on va regarder un dashboard classique d'équipe sales. Et alors là, du coup, je suis un gars assez simple. Je suis allé sur le site de Salesforce. Il y a Sales dedans.
Donc je me suis dit, je vais aller voir ce qu'il raconte. Et voilà ce qu'il nous propose comme dashboard pour piloter une équipe sales. Qu'est-ce que vous voyez? Du chiffre. Des chiffres, pourquoi pas? Des agrégés, mais non, vous voyez pas encore. Vous entraînez. C'est le matin, hein. Il faut que vous mettiez votre casque TPS. De l'argent. C'est qu'en fait, il n'y a rien sur la qualité. Il n'y a rien sur la qualité. Il n'y a que du volume. Il n'y a rien sur la qualité, il n'y a rien sur les délais, donc il n'y a que du volume. Et en fait, c'est quand même dommage, on est en 2025, de découvrir que quand on manage les gens sur les volumes, la première victime, c'est Les gens. la qualité, puis après tout tard, les gens. C'est la qualité. C'est qu'en fait, dès que je suis piloté pour faire du volume, bah, je prends des raccourcis pour essayer de faire de plus en plus de volume, quitte à faire une croix sur la qualité. Comme la qualité se dégrade, il faut que je fasse de plus en plus de volume. Vous voyez le truc? Et donc c'est pour ça que quand je raconte que c'est trivial, on veut faire des propositions que les clients veulent acheter et que c'est important la qualité, tout le monde est d'accord, sauf quand il faut passer à l'acte. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce qu'on pilote la qualité. Un modèle mental qu'on peut prendre pour mieux comprendre ce que je suis en train de raconter, qui nous fait avancer d'un pas dans le vide, c'est de se dire finalement, je ne vais pas manager sur le volume, je vais manager sur les composantes du volume. C'est quoi les composantes? Je vous propose ça, c'est de dire le volume, c'est une cadence de vente, fois une qualité qui sera un chiffre inférieur à 1, le taux de conversion, vous êtes d'accord? Et, je ne sais pas si c'est mathématiquement correct, on va diviser tout ça par lead time. Je parlerai du lead time plus tard. Donc l'idée, c'est que en fait, pour augmenter mes ventes, en fait, je déplace le raisonnement sur le fait de faire de la qualité. Ce qui fait que l'enjeu, c'est pas juste, c'est ça mon point là-dessus, c'est que c'est pas juste qu'en fait on veut des choses des propositions qui répondent aux besoins, parce que ça c'est un peu plan-plan et je dirais que c'est plus un minimum. Le vrai craft, en fait, le vrai métier du sales, c'est de comprendre qu'est-ce qui dans le produit va donner envie. Et pour ça, il faut que les gens soient managés sur la qualité, sur la création de l'envie. Alors maintenant, comment est-ce qu'on apprend à créer de l'envie? Nouveau mensonge. Parce qu'on vit dans un océan de mensonges, il faut quand même l'accepter, c'est qu'en fait, c'est une question de communication. C'est vraiment fatigant. mais du coup, non, pourquoi est-ce que ce n'est pas une question de communication? Donc, reprenez le moment où vous êtes en train de faire, ou quelqu'un fait une proposition commerciale. Vous essayez de faire une proposition commerciale dont le but va être de déclencher une envie furieuse d'acheter chez le client. Qu'est-ce qui empêche d'y arriver? En général. Et vous allez le voir, en général, en fait, on va le voir dans le fait que ce sont des propositions qui mettent du temps à envoyer. Ça m'arrive, des fois, ça met 1 mois. Catastrophe. C'est qu'en fait, il y a un os, il y a un point dur. Le point dur, c'est le client, il adore, il veut le truc, mais il veut faire tout un site machin, mais il a un budget de 40 €. Ça veut dire, donc il a un budget qui ne tient pas la route. Il y a des contraintes, sur... c'est de faire la proposition, mais en fait, il a un besoin dont je sais que mon produit ne le couvre pas. Vous voyez, et en fait, l'idée, c'est que à chaque fois, il va y avoir des os. Je voulais, moi, dans notre façon de gérer, par exemple, on vend des projets, et nous, en fait, ce qui est central, c'est qu'on ait notre propre chef de projet qui va coordonner tout ça, parce que c'est comme ça qu'on garantit la qualité pour le client. Mais le client, en fait, il insiste pour se dire, non, moi, gestion de projet, je vais le faire moi-même. Vous voyez? Et donc, imaginez que c'est juste une question de communication, non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, c'est une question de conception. Le travail de craft autour de la proposition est un exercice de conception. Conception au sens, il va falloir trouver le deal, il va falloir concevoir le deal, qui fait que je tape en même temps bien sur ce qui va déclencher l'envie, je sais intégrer les contraintes du client en termes de budget, de délai, de tout ce qu'on veut, et en même temps, je sais le faire tout en respectant les contraintes internes de la boîte, des contraintes de rentabilité, des contraintes de faisabilité, des contraintes on ne peut pas créer la dispersion, vous voyez. Mais alors, ce qui se passe, c'est que dans la nature, au moment de se dire on va faire du scale, il y a peut-être une loi de la physique, il faudrait explorer le truc, qui font que les boîtes vont chercher à avoir des offres toutes faites sur étagère. C'est ce qu'on voit en général. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus en fait on va être sur des offres sur étagère, et donc quelque part on réduit la latitude de conception, ce qui va se passer, c'est que notre process de vente va finir par devenir un process de sélection. Et ce qu'on voit souvent, c'est que, vous voyez ou pas, comme ils ne savent pas faire bien la conception du deal, on se dit bon, ils n'y arrivent pas, ils font n'importe quoi. Souvent, en fait, il y a un passage vers ça
tournent au bazar parce qu'en fait ils signent n'importe quoi et ils deviennent juste une chambre d'enregistrement des besoins du client qui balance derrière dans la boîte et ça se passe mal. Du coup, en général, il y a un coup de barre à gauche. On va dire non, il y a une offre toute faite, tac, tac, tac. Ce qui fait que le process de vente devient un process de sélection. En fait, en général, le terme qui me fait tiquer, c'est le terme de qualification, que je trouve vraiment bizarre. Notamment parce que bien souvent, en fait, cette qualification, ça donne le sentiment qu'on essaie de regarder si ça rentre dans le moule. Vous voyez ? Et donc, et ce qu'on va voir aussi souvent quand on va sur le terrain et qu'on commence à regarder tous les deals qui ont été mis de côté parce que, soi-disant, le client ne rentrait pas dans la cible, ce qu'on voit souvent, c'est que soit le responsable commercial lui-même, ça j'ai des histoires dans tous les sens de ça, soit le meilleur sales, dit ça tu l'as pas vendu, ça tu l'as pas closé. Et en fait, on va voir que les gens sont en train de les chercher, puisqu'on les manage sur les volumes, quelle est la vente la plus facile. C'est dur, hein. Ce qui fait que l'idée de se dire, en fait, on va apprendre à faire des propositions qui convertissent mieux parce que c'est un exercice de communication. Non, en fait, fondamentalement, c'est un exercice de conception. Et c'est ça qui va créer aussi la relation avec le client, c'est qu'il sent le client qui est en train de l'écouter pour faire un truc pour lui. Si je ne fais que l'écouter, mais que je lui resserre mon truc tout fait, ça ne marche pas. C'est le fait qu'il y ait un truc aux petits oignons, qui fait que le client va se dire « Ah, j'ai quelqu'un qui m'écoute ». On avance. Donc, il faut faire la conception d'une offre, d'une proposition qui déclenche une envie furieuse d'acheter. Une contrainte aussi qui est importante, c'est qu'il faut le faire vite, il faut être réactif. Et c'est le 7e mensonge que je voudrais attaquer. Et encore une fois, chacun des mensonges sont à moitié vrais. Mon objectif, c'est de vous faire voir les choses d'une façon différente. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je critique cette notion de réactivité. Alors, c'est sûr que le délai, c'est quelque chose de central. Tous les gens qui ont l'expérience en vente savent qu'il faut aller très très vite. Et pourquoi est-ce qu'il faut aller très très vite ? Il y a plusieurs raisons. C'est que si je suis lent, j'ai plus de chances que le client soit parti avec quelqu'un d'autre, parce que j'ai laissé une place pour qu'un concurrent rentre. Souvent aussi, ce qui se passe, c'est que juste le client est passé à autre chose. Il avait un besoin parce qu'il avait une problématique, mais 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, son monde a changé. Mais le troisième qui est intéressant, c'est que quand le lead time s'allonge, en fait, ça attaque la relation. Ça attaque la relation, et ça, c'est une épiphanie puissante du Lean, qui est que le lead time de réponse au client est un indicateur de la chaleur de la relation. Vous voyez ? Regardez combien de temps il vous faut pour répondre à un SMS de votre conjoint, et combien de temps il vous faut pour répondre à un SMS des impôts. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est que si je suis lent, en fait, le client en face va se dire, bon, il y a autre chose à faire, il n'est pas dans mon monde. Et donc l'idée, c'est qu'on va essayer d'être rapide, d'où le fait que la stratégie Lean, c'est une stratégie de réduction du lead time. En fait, on veut réduire le lead time pour vivre dans le monde du client. Vous voyez ? Par contre, là où j'attaque cette notion de réactivité, c'est l'idée sur laquelle il suffit juste de vas-y, sois réactif. C'est pas si simple. Alors c'est là que, comme on rentre dans une réflexion sur lead time, on va sur cette notion de réactivité. C'est intéressant de comprendre ce qu'on sait en fait en Lean sur cette notion de réactivité. Et ce qu'on sait, c'est que ce qui détruit en fait ou rallonge le lead time, c'est la variabilité. C'est les 3 mots pour ceux qui sont dans le trip. Donc le moura, le mouri, crée du muda. Je vais revenir, mais vous épargnez la partie japonaise. Donc l'idée, c'est que ce qui rallonge les délais, c'est la variabilité. Et donc ce qu'on va faire, c'est comprendre les facteurs de variabilité. Il y a de la variabilité dans la nature de la demande du client, qui des fois il veut un petit truc, des fois il en veut un gros. Il y a de la variabilité qui vient du client lui-même. Parce qu'en fait, il va nous demander un truc, on lui pose une question en retour, et des fois il va mettre du temps à répondre. Vous voyez ? Qu'est-ce qui va aussi influencer le délai de réponse ? C'est souvent, en fait, on a besoin, pour des ventes complexes, on a besoin d'expertise en interne. Donc on a besoin d'un architecte, d'un expert technique, je ne sais quoi, qui doit nous faire une étude. Là aussi, ça va être une source de variabilité. On a comme autre source de variabilité le fait que quand le client va rentrer un peu dans la maison, il faut l'onboarder, lancer un projet peut-être pour installer le truc. Il y a une variabilité qui va venir du fait que les équipes derrière sont disponibles ou pas, tout bêtement, on va se venir. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on vit dans un monde de variabilité. Et une variabilité qui est aussi sous-estimée, et que j'ai vu récemment, j'ai vu de plus en plus dans les visites récentes, c'est, alors je ne sais pas comment l'appeler, mais une variabilité sur les entrées et les sorties. Donc il y a un phénomène classique qui est, je démarre des conversations avec des clients,
j'ai plein de conversations avec des clients qui me demandent une propale, je passe en mode propale, et pendant que je fais la propale, j'arrête de faire rentrer des clients, des leads, vous voyez le truc ou pas? Ce qui fait qu'une fois que j'ai envoyé toutes mes propositions, je me retourne, j'ai plus personne dans le tuyau, vous voyez? Et donc tout ça, c'est des facteurs de variabilité. Et je vous raconte tout ça parce que ce qu'on sait depuis un paquet d'années, en fait, avec le Lean, c'est que la variabilité crée, donc la variabilité de la charge, crée des pics de surcharge, Maury, et dans ces pics de surcharge, en fait, crée un gaspillage qui est colossal. Gaspillage d'énergie, ce qui crée un paradoxe où en fait on va avoir des gens qui sont très très occupés, qui sont sous l'eau. Vous voulez dire, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, on va se dire bah, tiens, tu fais pas tes ventes, ah ouais mais tu comprends, je suis surchargé de travail. Et en fait les causes racines sont là-dedans. Et donc tout ce que je vous raconte, c'est que le fait de répondre vite aux clients, je dirais at scale au niveau d'une équipe, c'est pas une question juste de vas-y sois réactif en fait, c'est une question logistique. Et en fait, il faut faut regarder la situation d'un cran du dessus. Et la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on construit une organisation, comment est-ce qu'on entraîne des gens, mais pas juste au niveau de l'équipe de vente, mais aussi en transverse, pour être capable je dirais d'un point de vue quasi industriel, de répondre systématiquement très vite, même quand on a un haut volume de clients. Vous voyez, donc l'idée de se dire que c'est leur activité, c'est un peu trivial. Et alors quand on va tirer cette question, ce qu'on va finir par réaliser, parce que c'est une loi de la physique, c'est que pour être capable de répondre très rapidement à des clients, on va finir par découvrir, parce qu'il n'y a pas le choix, que c'est une question de cadence, de rythme. Souvent, les gens se disent nous c'est différent, on ne comprend pas la demande. J'avais encore la discussion hier avec un patron qui me dit oui mais Régis, tu comprends, chez nous c'est différent, les clients, des fois on en a beaucoup, des fois on n'en a pas beaucoup. Et je lui dis, mais tu penses que chez Toyota, les clients, les 11 millions de clients Toyota, ils ont un WhatsApp et ils se coordonnent en disant ah toi tu commandes en juillet, bon attends je vais attendre. Donc en fait tout le monde a ce problème de variabilité. Mais la question c'est de variabilité au moins en volume. Et donc la question c'est est-ce que je l'accepte ou est-ce que je la prends comme un problème? J'essaie de trouver des moyens de revenir vers une cadence. Et ce qu'on sait c'est que plus on est proche d'une cadence, d'un rythme de vente, en fait plus on va pouvoir équilibrer tous ces phénomènes-là, améliorer aussi la disponibilité des équipes en interne pour avoir quelque chose de plus lisse et qui va décoller beaucoup plus fort. Donc voilà, ce n'est pas une question de réactivité, c'est une question de maîtrise des flux. C'est une question de maîtrise des flux et notamment une question de cadence. Et maintenant, c'est une question de cadence de quoi? Alors, là, pour le coup, c'est moi qui vous ai menti, parce que depuis le début, je pense vous avoir laissé imaginer qu'on était en train de parler de vente à des prospects. Et moi, je ne vous parlais pas de vente à des prospects, ça ne m'intéresse pas des masses. Quand on regarde ce qui se passe dans une boîte qui décolle, souvent, et c'est à juste titre, les patrons en fait, vont mettre le paquet sur le fait qu'il faut faire rentrer du monde. Donc on va mettre la vente sur faire rentrer. Et ce qui se passe, c'est que ce focus, c'est pas con, je voudrais expliquer plus finement ce qui se passe. Si je ne regarde que le fait de séduire les nouveaux clients, ce qui va se passer, c'est que ça va me créer une boucle, une courbe de croissance comme ça. Et donc on va taper sur un mur. Vous voyez, ça décolle, et à un moment on tape sur un mur. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'on va finir tôt ou tard par remplir un seau qui est percé. C'est-à-dire que le client, on continue à essayer de faire rentrer des clients dans le restaurant quelque part, mais les clients, ils ont fini le repas. Vous voyez? Donc si je regarde que la vente, que la vente initiale, il va m'arriver un truc tôt ou tard. Ce qui va m'arriver plus tard, c'est qu'au bout d'un moment, je vais avoir vidé en fait le bassin des clients qui étaient proches de mon besoin. Et c'est là que je vais réaliser que j'ai fait beaucoup de waste. Vous me suivez? Ce qui fait que la clé, c'est de tenir une cadence, mais quand je parle de tenir une cadence, c'est une cadence de proposition aux clients existants. Ce qui fait que, et ça en fait, c'est une conséquence, on va voir, sur le métier de account manager. Alors, je remonte d'un cran. L'idée du Lean, c'est le secret d'une croissance soutenue, c'est le fait que, globalement, les clients et le marché nous donnent une confiance, nous accordent leur confiance dans la durée. Et comment est-ce qu'on construit la confiance? C'est écrit, on construit la confiance par une séquence de promesses tenues. Et qu'est-ce que c'est qu'une promesse? C'est une propale.
Une propale, c'est quoi? C'est je te promets que si tu as ce problème-là, moi je te promets que si tu me donnes temps et que tu me accordes un peu de temps, à la fin tu auras ça. Et donc l'idée, c'est que quelque part le secret de la vente, c'est de tenir le rythme d'émission de propositions aux clients existants. Pas que, bien sûr, il faut faire rentrer des nouveaux clients. Et là où c'est un changement radical, c'est que si en fait vous avez votre pool de clients et que vous raisonnez sur le fait qu'il faut que j'ai un tact, une cadence où tous les 3 mois, tous les 6 mois, il faut que je lui fasse une nouvelle proposition, en fait, vous allez être obligé déjà de vous intéresser aux clients et de changer en fait. Et l'idée, c'est que c'est cette vision-là en fait qui va être le socle de l'innovation. Donc on ne fait pas de l'innovation en se disant bon, moi j'ai plein de gens qui vendent, j'ai plein de clients, et on va se trouver dans une salle et se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire de l'innovation parce qu'on est en train de se dire pour chacun des clients là je l'ai aidé, mais qu'est-ce qui lui arrive de nouveau? Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent en fait le produit qu'on a vendu change la dynamique. Le client qui a acheté le produit n'est plus le client qui ne l'avait pas. Et en fait le fait de raisonner en fait en cadence de vente d'un point de vue pour des clients existants, en fait oblige à se réinventer et à rester proche du marché. Ce qui fait du Lean en fait une stratégie d'adaptation extrême aux besoins du client. Et donc ce qu'on se dit, c'est que en fait ce qu'on vise, c'est pas trop la vente, c'est le réachat. Encore une fois, c'est compliqué parce que il faut souvent se séparer. On a des équipes de vente, des équipes de account manager. Ce qui est rigolo, il y a un gars qui me dit dans une boîte, il me dit en fait les gars avaient du mal à faire du newbies et de la gestion de compte, donc on a décidé de créer 2 équipes. Et maintenant, du coup, les account managers se plaignent du fait qu'ils reçoivent des clients qui ont mal été formés et qui on a vendu n'importe quoi. Du coup, je regarde pas au sens où il ne fallait pas le faire. Je me dis, oui, c'est la physique, c'est la difficulté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on démonte en fait toutes ces idées fausses, on s'approche. Si on comprend qu'en fait, une équipe commerciale, c'est une usine à produire de manière régulière et rapide des propositions qui déclenchent une envie furieuse d'acheter, ça commence à ressembler pas mal à du Lean, vous pouvez se dire. Et là, en fait, on va tomber sur le mensonge dont je parlais au tout début, qui est qu'en fait, le Lean, c'est une méthode pour organiser le delivery, pour organiser la prod. Pas du tout. Donc, ce qu'on appelle le Lean, pour ceux qui ne sont pas complètement dedans, c'est la pratique donc, du TPS, en dehors de Toyota, qui est le modèle de management Toyota, en dehors de Toyota. C'est une méthode pour faire grandir les gens et leur apprendre à créer de la valeur pour le client, à se coordonner, je vais y revenir. Mais imaginons que vous ayez une méthode qui permet de rendre des gens très forts. Imaginons, vous avez ce truc-là, vous avez une méthode qui permet de rendre les gens très forts. À qui vous vous adressez en premier? Vous adressez aux équipes de vente. Tout ce que je viens de faire depuis que j'ai commencé à parler, en fait, je n'ai rien fait d'autre que mettre mes lunettes TPS et me dire si je regarde ce métier de vente, qu'est-ce que je vois? Vous voyez, j'ai absolument rien inventé. Et donc, ce que j'ai essayé de vous faire voir, c'est, je vais essayer de vous faire réagir sur la notion de valeur pour les clients, comment est-ce qu'on déclenche de l'envie, Value-Analysis. On a parlé aussi de qualité, donc on est plutôt dans l'auto-qualité dans Jidoka. Je vous ai parlé de logistique, de coordination et questions de juste à temps. Et donc, l'idée, c'est que comprendre accélérer les ventes, c'est un système de production. Et en fait, si on veut faire un système de production qui marche bien en se basant sur le développement des gens, on a un truc qui marche pas mal, qui a été largement éprouvé depuis 80 ans. Et donc, la contrainte qu'on a, c'est que quand on démarre, ça ressemble un peu à du japonais, parce que c'en est. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé donc, l'Académie Learning to Scale. Vous êtes tous des anciens de l'Académie pour faire ça. Notre mission, en fait, c'est d'essayer de faciliter l'accès au Lean pour les gens de la tech. Parce qu'en fait, on sait que c'est difficile. Donc, nous, on est dans une logique de R&D permanente. Donc, notre programme historique, c'était Lean Fractioner, que la plupart d'entre vous ont fait. Et un changement qu'on a opéré là pour 2005, c'est que maintenant, en fait, on le fait par métier. Donc il y en a quelques-uns qui sont en train de faire ça. Et ce qui est vachement bien, c'est que ça nous permet en fait d'avoir des conversations très très concrètes sur comment est-ce que tu organises ta semaine, c'est quoi une bonne propale, c'est quoi un bon truc. Et donc l'idée, c'est que ce qu'on est en train de faire en fait avec... je réagissais sur la panoplie initialement.
Vous vous souvenez, la panoplie, les KPI, les objectifs, les écoutes d'appel, etc. En fait, on a un modèle de management qui en fait n'est pas top. C'est pas très très sympa d'être exploité comme ça avec la perf, avec une IA qui regarde si tu as les bons mots-clés. Et en fait, il y a un modèle de management alternatif. Et en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est essayer de démontrer en fait, avec nous que en fait, on peut inventer un système en fait, qui est un peu plus respectueux des gens, qui est plus efficace, qui est terre à terre, et puis surtout qui crée de la valeur pour tout le monde en fait. Si je vois moins mon client comme quelque chose que j'achète, vous savez, cette notion d'acquisition client, mais comme je vois mon client comme quelqu'un à qui j'essaie de faire une proposition parce que ça crée de la valeur et je réponds à une envie, et que je fais ça en apprenant à le faire, en fait c'est plus sympa et ça marche. Ça marche, mais pour l'instant ça reste un mouvement qui est assez petit. Du coup on a besoin de vous pour continuer à montrer que ça marche. Ayant dit tout ça, la question que vous posez certainement, c'est il est sympa Régis, mais qu'est-ce que je fais concrètement ? Mon conseil d'amis serait de faire comme Sarah. Là, vous allez retourner au bureau. C'est le premier truc à faire. Puisqu'en fait, c'est une usine de propal qui déclenche une envie furieuse d'acheter, le prochain truc à faire, c'est d'entrer chez vous, de regarder une propal. Et de voir dans la propal ce qu'il y a dans la tête de Bob, dans la tête de vos commerciaux. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est là qu'il y a votre mine d'or. Merci beaucoup.